Vous écoutez Zach et Tal, un podcast filmé et enregistré au studio, bien entendu. Zach et Tal, ça veut dire Zach et les autres en latin. Et aujourd'hui, ce sont mes collègues et amis, Michel et Stéphane, qui viennent me faire l'honneur de venir représenter cette altérité. Alors, vous excuserez d'avance le ton rauque de ma voix. J'étais au Centre Bell hier soir et le Canadien a brillamment gagné 4-3 contre le Wild du Minnesota avec 15 secondes qui restaient à la troisième période. C'était exceptionnel. Et les arbitres ont fait des calls relativement douteux, donc on a beaucoup crié tout le long. Donc, j'ai la voix un petit peu cassée, mais peut-être que ça rajoutera une ambiance radiophonique, qui sait. Alors, Michel Hellman est BDiste et professeur praticien au CRIEM. Il a notamment publié Myland et Nunavik aux éditions Pow Pow, ainsi que Le Petit Guide du Plan Nord et Iceberg à la loi de Cravant, pardon. Il est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art. Il est chargé de cours au Cégep. Et au CRIEM, il travaille notamment sur un projet avec Stéphane Gervais, ici présent, de recherche par la création d'une BD sur le quartier Peter McGill. Évidemment, on va en parler plus. Et Stéphane Gervais, quant à toi, tu es politologue de formation. Tu es également le coordonnateur scientifique du CRIEM. Et ne vous en faites pas, moi non plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et tu es également le coordonnateur du programme des études québécoises à l'Université McGill. Et oui, il y a bel et bien un programme d'études québécoises à l'Université McGill. J'étais également surpris de l'apprendre. Mais vous êtes surtout tous deux de valeureux collègues et amis qui améliorent significativement mes journées au bureau. Messieurs, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de nous recevoir ensemble. Déjà, est-ce que j'ai manqué quelque chose dans votre présentation? Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose à votre curriculum vitae? De mon côté, je pense que c'était assez complet. Exhaustif. Mais est-ce que j'ai pas manqué d'œuvres non plus? Je pense que oui, j'ai pris toutes les BD qu'on avait accès au CRIEM, mais je pense que tu en as publié d'autres que... Oui, mais avec un scénariste. Alors, aux éditions La Pastèque, c'est moi qui ai fait les dessins et c'est le scénariste qui a écrit l'histoire. Débarqué, qui est sorti il y a 2 ans. Mm-hmm. Débarqué, qui est également aussi une bande dessinée. Une bande dessinée, OK. Oui, voilà. Mais que tu as juste illustré, dans le fond. Voilà, okay. Juste illustré. Ben, juste que tu as brillamment illustré. Mais qui porte sur quoi déjà? Donc, c'est une histoire à caractère policier. Donc, c'est vraiment un style complètement différent, un registre complètement différent. J'ai été attiré par le projet parce que justement, ça me sortait de ma zone de confort. Mais c'est sûr que les bandes dessinées que tu as présentées là me représentent plus. Mm-hmm. Oui, puis on en discutera davantage puisque ce sont de très, très bonnes bandes dessinées. J'ai vraiment pogné de quoi en lisant. J'aurais dû le faire plus tôt d'ailleurs parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est collègues puis qu'on se côtoie au quotidien. Puis tes œuvres sont présentes dans nos bureaux. Puis je les avais pas lues encore. Puis là, j'ai eu le prétexte de les lire pour préparer le podcast. Puis j'ai vraiment pogné de quoi. Super, merci. Ouais, vraiment. En tout cas, j'apprécie d'autant plus ta présence, même si je l'appréciais déjà. Là. Mais puis Stéphane, toi, j'ai pas manqué. Écoute, non, simplement peut-être une précision que le parcours disciplinaire a été jonché beaucoup par la science politique, mais la reconnaissance officielle est une reconnaissance en éducation. Donc, le diplôme est un diplôme en éducation et non pas un diplôme en sciences politiques. Donc, et on pourra en parler parce que les sciences de l'éducation, en tout cas la formation en éducation au 2e cycle que j'ai reçu, bien, tout ça, bien sûr, a grandement influencé mon parcours par la suite. Même si d'un point de vue disciplinaire, la science politique a joué un rôle crucial, mais c'est surtout l'interdisciplinarité que je relie aux sciences de l'éducation qui vraiment, je pense, caractérise un peu plus mon parcours qu'uniquement la science politique. OK, cool. C'est cool parce qu'on va avoir l'occasion de... Ouais. Moi, ça me donne l'occasion aussi de mieux vous découvrir, là, puis de comprendre un peu plus qui vous êtes. Puis c'est des choses qu'on ne prend pas nécessairement le temps d'aborder au quotidien. Absolument. Puis dans une journée de travail. Merci de cette invitation-là. Ben là, c'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas si on le voit à la caméra également. Là, j'ai eu des problèmes avec mes verres de contact ce matin. C'est pour ça que je porte des lunettes. J'ai les yeux injectés de sang, mais j'ai rien consommé. Là, puis j'ai la voix rauque aussi. Là, on pourrait penser que... Mais non, c'est ça. C'est simplement...
On va Petit souci essayer d'avoir des technique. propos qui vont te tenir éveillé parce qu'on a l'impression vraiment que... Ah ouais, hein? Ouais, que- Que je suis sur le bord Oui, de... c'est ça. Ouais, non, tout, Exactement. tout va très bien. Je suis super allumé. C'est juste, c'est ça. J'ai l'air que j'ai juste de me réveiller. Mais justement, c'est quoi officiellement le diplôme que t'as? C'est donc une maîtrise en éducation de l'Université McGill, donc OK. au deuxième cycle. Le premier cycle a été jalonné de Sciences Po et d'éducation, mais c'est vraiment le papier officiel, c'est le brevet d'éducation et la maîtrise en éducation de l'Université McGill. OK. Ouais. Ah, OK, je savais pas. Mhm. OK, donc quand tu dis... parce que des fois, tu dis politologue de formation, Mhm. mais c'est par rapport à, C'est par rapport au nombre de cours à ta que j'ai formation suivi. de premier cycle. Exactement, et du nombre de cours que j'ai suivis. Mais la reconnaissance officielle, c'est vraiment en sciences de l'éducation, vraiment. Et pendant un bon moment aussi, je dirais que ben, c'est pas nécessairement une formation aussi que j'ai personnellement ou professionnellement valorisée en ce qui me concernait. Mais j'ai toujours valorisé l'importance de l'interdisciplinarité dans cette formation-là. Mais, c'est vrai que euh, il y a quand même certains aspects qui peuvent être un peu, disons, instrumentalisés ou trop reliés à un aspect professionnel de ben, comment fait-on pour obtenir le diplôme, comment fait-on pour obtenir une carrière, alors Mhm. que euh, l'acte d'enseigner en tant que tel est un acte extrêmement complexe et je pense que la science d'éducation, par son interdisciplinarité, en tout cas moi, j'en tire énormément profit, même si actuellement mes projets m'éloignent de la science d'éducation parce qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans des enjeux urbains, dans des enjeux sociaux, mais je reviens toujours à cette volonté d'utiliser j'allais dire, le chevauchement ou la collaboration disciplinaire. Tu sais, j'ai toujours été un peu, la, si tu veux, la phrase du philosophe Karl Popper m'a toujours resté en tête, c'est-à-dire on est vraiment des étudiants d'un problème, on n'est pas des Mhm. étudiants d'une discipline, hein. Et fait que ça m'est resté vraiment en tête. Fait que c'est cette volonté de mettre à profit l'ensemble des disciplines pour essayer de collaborer ou de trouver certains énoncés sur les enjeux sociaux. Mhm. Puis là, les problèmes qui t'occupent sont davantage des problèmes urbains, sociaux, mais Absolument. aussi et pédagogiques. Tu restes impliqué dans le programme d'études Tout, québécoises à McGill. tout à fait. Ça reste. Puis Tout à fait. concrètement, ça ressemble à quoi ta maîtrise en sciences d'éducation? Parce que pour moi, c'est vraiment flou. Là. C'est quoi les sciences de Oui, 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 l'éducation? tout à fait. Ben, c'est-à-dire que je pense, tu sais, je pense qu'il faut revenir, pour moi, ce qui a été une source d'inspiration, c'est revenir à ce que dans le fond, déjà, un philosophe pédagogue engagé comme John Dewey Mhm. mentionnait sur ce qu'est l'éducation et ce qu'elle doit mettre à profit l'éducation. C'est-à-dire, on y reviendra, là, mais cette Mhm. idée de reconstruire l'expérience, la nécessité de reconstruire l'expérience pour garder cette continuité et cet engagement-là, et surtout de faire appel aussi à des dimensions psychologiques, des dimensions sociales, pour nous permettre vraiment de voir à cette transmission. Ben, c'est ce que moi, j'ai été fortement interpellé par cette approche de l'éducation-là, c'est-à-dire de mettre à profit la sociologie, de mettre à profit la science politique, parce que Dewey, dans ses perceptions euh, de l'école est un lieu social, est une communauté. Fait que Mhm. c'est sûr que la science politique, la sociologie, c'est des disciplines auxquelles j'ai fait appel. Et c'est ce que j'ai fait appel dans mon mémoire en éducation, parce que c'était sur la politique d'intégration des immigrants des années 90 et sur la notion donc de contrat social que le gouvernement du Québec avait mis l'avant Mhm. pour faire en sorte, à ce moment-là, de voir à comment peut-on voir à un partage, à une transmission d'une culture québécoise. Et c'était à ce moment-là, donc, cette politique d'immigration qui mettait de l'avant ce contrat social. Et c'est cette, cette comment dire, donc, cette étude que j'ai fait dans mon mémoire de deuxième cycle qui était
même si c'était donc un mémoire en éducation, était vraiment un mémoire interdisciplinaire, beaucoup plus orienté Sciences Po. Mhm, mhm. Ouais, au même titre que mon mémoire de géographie humaine en était un aussi de philosophie et de littérature, et dans lequel je mobilisais aussi Dewey, qui est un philosophe qui m'est très cher, qui a une vision vraiment intéressante de l'éducation comme croissance, Absolument. une éducation qui va au-delà des institutions académiques, puis qui vise vraiment au développement de nos capacités humaines et individuelles et collectives également. Là. Mais en tout cas, moi, ce sont des notions qui me sont très chères parce que je travaille là-dessus aussi dans mon doctorat, là, mais essayer de réinvestir une vision différente de l'éducation, une éducation un peu plus humaniste Absolument. qui ne s'arrête pas seulement dans les limites de l'école, mais qui vise réellement à développer notre plein potentiel, puis aussi à juste faire en sorte qu'on vive mieux, là, que ce soit plus agréable de vivre. Absolument. C'est quand même le fun comme objectif d'essayer de bien vivre. Ah, mais c'est intéressant, mon Dieu, je ne savais tellement pas. Au final, je me rends compte que j'avais aucune idée de quoi ton parcours. Oui, ben écoute, en toute franchise, j'ai une posture relativement à ça qui se veut professionnellement. J'aime beaucoup être quelqu'un de l'ombre, vraiment, ou être beaucoup plus quelqu'un pour prendre des images artistique, un peu plus quelqu'un des coulisses, un peu plus quelqu'un qui se veut metteur en scène, si on peut dire. On pourra en reparler sur la question du projet qui nous anime, Michel et moi, qui m'a amené à m'intéresser un peu plus à la question des témoignages et de l'histoire orale. Mais c'est cette idée d'être derrière et de faire en sorte de pouvoir contribuer à une certaine forme de mise en scène et de faire appel à différentes ressources, différentes personnes, différentes disciplines. J'aime pas beaucoup j'avoue, cette mise de l'avant personnelle de ma part. Sans doute, c'est pas une... Et c'est pour ça que ce type d'intervention de podcast, je le fais vraiment d'abord et avant tout par amitié, mais aussi par reconnaissance envers ta curiosité, ton engagement, ta volonté de vouloir aussi t'interroger pour trouver plein de pistes d'interrogation. Alors, face à ça, je ne peux moi-même que de dire « OK, je plonge, j'y vais. » Alors, voilà. Ah, t'es fin. Je vais mettre ça en extrait pour je vais promouvoir ça sur les réseaux sociaux. Non, mais je l'apprécie beaucoup. Ben non, puis mais tu fais un travail vraiment important. Oui, ben écoute, je reste... J'ai du mal, mais je reste fidèle quand même à... Il y avait une phrase qui m'a vraiment marqué dans la collaboration entre la politologue Pascale Dufour à l'Université de Montréal et la militante Lorraine Gay, qui est décédée récemment. Donc, dans le livre qui est une série d'entretiens entre Lorraine Gay et Pascale Dufour, donc qui porte le titre, je me trompe, qui sommes-nous? Attends, qui sommes-nous pour être découragés? C'est ça, qui sommes-nous pour être découragés? Et si tu me permets, je vais le citer parce que c'est tellement beau. Alors, elle dit il y a quelque chose de libérateur quand tu agis, même si ça ne produit pas grand-chose dans l'immédiat. Mais cette idée d'avoir quelque chose de libérateur quand tu agis, sans nécessairement retrouver quelque chose d'une transformation directe, je garde ça toujours en tête et ça fait partie aussi d'une des raisons pour laquelle je suis ici. Alors, je me dis, c'est libérateur. Voilà. À faire des podcasts, c'est libérateur. Ouais. C'est vrai. Ensuite, à la fin, on sent un sentiment d'élévation. Là, on est plus léger. On sent qu'on a, absolument. On a expliqué des choses. On est aussi fatigué. C'est quand même fatigant d'avoir des conversations longues. Ce qu'on ne fait pas souvent dans la vie de tous les jours. Là, prendre le temps de parler comme ça. Entièrement d'accord. Sans limite. Là. Ce qui est vraiment le fun. OK. On va parler de ce qui nous unit tous les trois et vous deux, tout ça. Mais Michel, évidemment, j'ai plein de questions aussi vis-à-vis de ton parcours. Je disais que tu as fait une maîtrise en histoire de l'art, puis tu en parles dans Myland.
Mylène, est-ce que c'est la première BD que tu as publiée? Oui. Alors, Myland, c'est sorti d'un blog. J'en parle dans la bande dessinée. Hein, c'est un peu le fil conducteur. Je suis supposé terminer ma maîtrise et je suis en train de procrastiner. Alors, je commence les blogs. Les blogs étaient beaucoup plus à la mode à l'époque. Et ça, c'est quelles années? Ça commence à dater, Myland. Je pense que ça doit faire 18 ans que c'est sorti. 18 ans, ouais. Je me rappelle du chiffre parce que justement, je pense... 18 ans, donc 2008. Ça fait 18 ans que j'habite dans le même appartement aussi. Là. Ah ouais. Le même appart qui est représenté dans le même appart qui est représenté. Voilà. Alors tout le quartier change, mais l'appartement, il reste pareil. Wow. C'est ce grand appart un peu... Ce grand appart typique d'une époque à Montréal où les gens déménageaient tous les 1er juillet pour se retrouver dans des apparts parfois plus grands ou en tout cas des apparts avec les planchers de bois franc, les belles moulures, mais aussi difficiles à chauffer l'hiver. Mm-hmm. Ces apparts qui étaient abordables. Abordables. Un jour. Oui, ben voilà. Donc la bande dessinée qui est présentée d'abord comme un exercice de procrastine. Je m'amuse, j'observe ce qui se passe en dehors de ma fenêtre, je regarde les gens dans le quartier. Et bien petit à petit, c'est le blog, c'est la bande dessinée qui va prendre la place dominante. Je mets de côté complètement la maîtrise et puis ce quartier que je regardais de l'extérieur, je commence à l'habiter. Je deviens un personnage. Il y a une espèce de mise en abîme vraiment intéressante dans l'ouvrage où c'est ton personnage narrateur procrastine de faire sa maîtrise. Mais nous, on sait que le fruit de cette procrastination-là est l'œuvre qu'on est en train de lire. Et donc, que c'est pas forcément de la procrastination. Il y a une espèce en tout cas, je trouve qu'il y a une tension intéressante dans le fait que, en fait, on sait que ta procrastination, elle est nécessaire au processus créatif. Voilà. Ce que le narrateur ne sait pas nécessairement à ce moment-là. Puis qui parle de son blog comme si c'était une distraction, tandis qu'on sait que là, c'est ce qui va te définir aussi professionnellement. Voilà. Et après, la bande dessinée va finir par prendre le dessus. Ça va devenir ma manière de me définir. Après Myland, qui a connu un certain succès quand même, je me suis lancé de manière beaucoup plus assidue dans la bande dessinée. Puis c'est sorti autour de 2008, donc? Quelque chose comme ça. Hier, j'ai parlé avec mon éditeur, c'est drôle. Et alors, on a fait plusieurs rééditions, mais là, c'est épuisé. Il m'a dit, bon, plutôt que faire une réédition, on va faire une édition spéciale, anniversaire. Donc là, je suis en train de dessiner des nouvelles pages. Donc, une réflexion dans le même appartement, l'appart a changé avec les enfants. Trop on passe de coloc à enfants, et puis une réflexion aussi sur le Myland qui s'est transformé radicalement. Alors déjà, dans la bande dessinée, j'aborde la question de la gentrification, l'embourgeoisement. Eh bien là, on peut dire que 18 ans plus tard, c'est un autre niveau. Ah ouais, entre 2008 puis 2026, on a passé une coche quand même. C'est clair. Mais l'appartement reste pareil, c'est ça qui est drôle. Je suis comme dans un petit coin qui a été épargné par le temps, j'ai l'impression. C'est super intéressant. J'ai hâte de lire ça. Et donc, tu as terminé ta maîtrise à un certain point. J'ai fini par la terminer, heureusement. Avant ou après l'apparition de Myland? C'est une bonne question. Je pense que ça a dû se faire pas mal en même temps. OK. Ouais. Puis ta maîtrise, elle portait grosso modo sur quoi? Alors, c'était l'identité et l'art au Québec pendant l'Expo 67. Donc, la manifestation de l'identité québécoise pendant l'Expo 67. Chez les jeunes artistes qui profitaient de la vitrine de l'Expo 67 pour pouvoir exposer comme ça leur vision de l'identité québécoise. Sur le site de l'Expo 67. Voilà, donc il y avait des manifestations qui se sont faites en marge. Ce n'étaient pas les manifestations officielles, parce qu'il y avait beaucoup d'expositions officielles, mais ça, c'était ce qui se faisait dans les marges. Puis pour ça, tu consultais des archives Oui. De l'Expo. Les archives de l'Expo. C'est drôle, ça fait longtemps que je n'ai pas reparlé de ton projet de maîtrise. Ouais, je suis en train d'essayer de creuser ma tête pour me souvenir même le nom des artistes. Mais... C'était la même chose pour moi. Moi, ça reste encore frais. Ça fait juste 1 an et demi. Donc, même pas en fait 1 an. Ah mon Dieu, c'est fou. Ça fait même pas 1 an que je l'ai défendu. Comme quoi. La vie avance, hein? Mais c'est drôle. Moi, je suis né un peu... si on remonte, là, on peut toujours identifier un événement qui fait en sorte que tout le reste découle. Mais mon grand-père est d'origine suisse, Jörg Owner.
Et il est venu au Québec pour l'Expo 67. Il représentait la Suisse. C'était un chef pâtissier. Il faisait des sculptures en pâte d'amande. Et puis c'est un peu grâce à lui que la pâte d'amande s'est popularisée au Québec aussi. Ensuite, il a été propriétaire et chef pâtissier de la pâtisserie Gascon, c'est ça? Oui. Ouais. Dans les années 80. Ouais. Puis c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère. Il louait une chambre dans une maison de chambre, puis ma grand-mère également. Et elle est tombée enceinte. Et donc, il est resté. Parce que c'était les années 60. Et, donc, moi, je suis né de cette sérendipité créée par l'Expo 67. Donc, il y a quand même un lien fort, disons, par rapport à ça, là, dans notre famille. Fait que ça semble être un moment vraiment très marquant de l'histoire québécoise, quand même, un point tournant. De vraiment. convergence, de confluence, de rencontre, effectivement. Puis les expos universelles, maintenant, c'est plus ce que c'était. Hein? Non, je pense que les Jeux olympiques ont pris le dessus pour des manifestations comme ça, de nationalisme. Mm-hmm. Ah ouais, ouais. Puis aussi dans cet esprit de globalisation que les expos universelles permettaient, puis de contact avec le reste du monde, c'est sûr que là, on y a accès quotidiennement. Absolument. D'une façon absolument absurde même, là, tu sais, à quel point on y a accès. Et donc ta pratique de la bande dessinée naît d'un blog à la base. Oui, alors j'ai toujours aimé la bande dessinée. J'en ai toujours fait. Je dessinais toujours dans les marges quand j'étais supposé prendre des notes. Enfin, comme la plupart des gens qui s'intéressent au dessin, on a l'impression qu'on a toujours le même parcours, mais j'ai jamais pensé à en faire une carrière, honnêtement. Mais le blog m'a permis de libérer peut-être la gêne que j'aurais pu avoir, d'avoir un projet, de le proposer à un éditeur, la peur du regard de l'autre. Le blog, on est libre et on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Alors, j'ai une petite idée, hein, il y a la famille, les amis au début, mais après, on voit qu'on a de plus en plus de succès, puis en tout cas, on réalise que finalement, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. On est moins gêné d'un dessin qui peut sembler plus croche, une perspective qui ne fonctionne pas. Non, ce qui est important, c'est le récit. Et aussi, le blog permettait une certaine régularité. Hein, parce que on sentait qu'on ne voulait pas décevoir ce lectorat qui commençait à grandir. Donc, on se disait, je vais continuer mon histoire. Même si, même si j'ai l'impression que ce n'est pas complètement achevé, je vais juste la continuer. Je vais la poster. Et de fil en aiguille, on commence à avoir du matériel. Et là, c'était plus intéressant d'aborder l'éditeur avec ce projet. Et il s'est montré, Luc Bossé, il commençait sa maison d'édition d'ailleurs, et il s'est montré très ouvert à le publier. Donc, ça a permis un prétexte, disons, à la création puis à la diffusion. Oui. Et alors, dans le blog, toutes les bandes dessinées étaient présentées d'une manière assez décousue. On a eu l'idée avec l'éditeur de regrouper ça sous le titre Myland. Et on ne parlait pas tellement du Myland à l'époque. Ça, c'est quand même assez surprenant. Dans le blog, tu veux dire? À Montréal. On ne parlait même pas du quartier Myland. Maintenant, c'est devenu presque un cliché. On parle Myland comme le quartier bobo chic. Comme si le Myland était vraiment englobé dans le plateau Mont-Royal. C'est-à-dire que les références au plateau étaient constantes, mais très peu sur le Myland, ce qui est bien sûr, évidemment, complètement contradictoire avec les réalités des résidents qui sont vraiment, d'un point de vue territorial, démographique, historique, complètement différent du plateau Mont-Royal, bien entendu. Comme si on ne reconnaissait pas nécessairement une identité propre au Myland. Oui, absolument. Comme quartier. Ça aussi, on pourra en discuter de qu'est-ce qui fait un quartier. C'est quand même intéressant comme phénomène. Oui, exactement. Culturel et social. C'est un phénomène flou également, mais on sait, en tout cas, on semble ressentir d'expériences vécues que effectivement, il y a une vibe Myland qu'il n'y a pas sur le plateau ou dans Villeray ou à Montréal-Nord. Il y a des vibes spécifiques forgées par les lieux puis par les gens qui l'habitent. Oui. Par les à communautés. cette époque, il y avait une effervescence dans le Myland. Alors, je ne m'en rendais pas directement compte. Ouais. Peut-être je le
le fait que ça m'attirait tellement de dessiner les personnages, c'était peut-être lié au fait que c'était un moment dans le temps, dans ce quartier, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient, principalement au niveau de la musique. Absolument. Peut-être de parler le fait que les loyers étaient plus abordables ou... Je pense qu'il y a vraiment... en fait, c'est un côté très important, hein, cette abordabilité qui permettait Absolument. une créativité à Montréal à une certaine époque. Donc, tous ces musiciens, tous ces artistes pouvaient se réunir, louer des grands lofts pour pas cher et expérimenter. Donc, ils se réunissaient comme ça ils avaient l'accès à des locaux qui coûtaient pas cher, ils pouvaient se réunir, se rencontrer, il y avait des échanges qui se faisaient. Alors, au point de vue artistique, c'est sûr qu'il y a eu ce petit moment Montmartre à Montréal. Ouais. Qui sans doute existe encore. Ça se déplace seulement. Ouais. C'est sûr que c'est un peu plus difficile à trouver maintenant. Ces lieux. Oui, absolument. Puis je me souviens bien, tu te souviens, c'était carrément donc qui était lié au Myland, hein, cette appartenance de Montréal devient une scène musicale, le son montréalais aussi, donc qui était identifié par certains groupes qu'on pouvait dire c'est ça qui affirmait ça, cette accessibilité du logement, cette concentration aussi d'un foisonnement culturel et tout. Puis, ouais, c'était aussi ce beau concept de ville créative, Montréal, ville créative. Et c'est ça qui, économiquement parlant, pouvait faire sa marque avec ça. Et dont, bien sûr, notamment Arcade Fire faisait partie des porte-étendards de ce quartier-là. Et voilà. Ouais, puis c'est également aussi... il y a une grande sensibilité dans ce que tu fais, puis on sent que tu as des qualités d'observateur vraiment développées. Puis il y a aussi un humour. Moi, j'ai vraiment ri à haute voix. Puis c'est drôle en plus parce que je voulais pas te mettre mal à l'aise, mais nos bureaux sont contigus. Là, nos bureaux sont face à face. Oui. Puis je les lisais, puis tu étais à côté de moi, puis je riais à haute voix. Puis je voulais pas te le dire à chaque fois, comme Michel, ça c'est drôle. Ça, c'est vraiment un bon gag. Mais c'est vraiment, il y a des... Ouais. Tu cernes vraiment l'éthos des différentes communautés. Là. C'est vraiment impressionnant pour ça. Là. Ouais. Mais toujours avec énormément de respect. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est cette capacité de lier humour, observation sociale et respect. Moi, il n'y a jamais d'accusation ou de jugement. Il y a des choses qui peuvent être un peu, disons, comment dire, ironique, avec un ton ironique, mais c'est toujours extrêmement respectueux et c'est vraiment pour l'art en tant que tel, Mylène, mais aussi Michel en tant que personne qui était absolument quelqu'un extrêmement respectueux, à l'écoute et tout. Tout ça faisait en sorte que c'était un pur plaisir que de dire, wow, on pourrait faire équipe ensemble pour ce projet-là. Et même si pour plonger, il faut poser le geste de dire est-ce qu'on plonge, on le fait. Il y avait quelque chose qui pour moi était extrêmement réconfortant de savoir que Michel était celui qui était pour illustrer, pour mettre en image ce projet sur lequel on travaille. Et puis avant on va rentrer dans le projet, mais juste pour mettre un peu les gens en contexte, c'est un projet de bande dessinée sur le quartier Peter McGill, qui est un quartier officieux, disons, qui est un comté électoral, Peter McGill, qui regroupe le campus de l'Université McGill jusqu'à l'Université Concordia, le centre-ville. Donc, c'est un quartier vraiment important de Montréal. Même si c'est drôle, récemment, je voyais un TikTok je voulais vous le montrer, je ne sais pas si je l'ai enregistré, je vais vous le montrer plus tard, là, mais je trouvais ça intéressant. Puis tu prends un peu le pouls aussi, je veux pas, de la perception des gens sur leur quartier. Puis c'est en anglais, là, mais c'est genre 8 places
il y a 8 pires places où il se passe rien à Montréal, genre, une affaire de même. Puis Peter McGill était dans ça. Puis c'était vraiment, ils l'ont nommé Peter McGill. Ça m'a fait rire. Puis c'était comme, ouais, OK. c'était comme le quartier le plus dense de Montréal, mais pourtant le plus vide. Oui, ça m'a fait rire de voir que les gens en parlent un peu. Et donc, vous faites une bande dessinée qui se veut un portrait du quartier euh, pour illustrer en quelque sorte comment les gens vivent et travaillent et se côtoient dans ce quartier-là qui est vraiment un quartier super intéressant et diversifié de Montréal. Puis vous faites des focus groups avec des résidents, des travailleurs, des étudiants. J'ai participé à quelques ateliers avec vous. Donc, il y a vraiment une entreprise de recherche qualitative, de collecte de données rigoureuse, là, presque académique. Donc, c'est à proprement parler un projet de recherche-création. Et bref, on va creuser plus, mais je voulais mettre un peu en contexte que c'est ce qui se passe comme projet. Je me demande, est-ce que, Michel, tu penses, tu sais, là, les blogs, c'est plus nécessairement ce que c'était, mais tu sais, ça a été remplacé un peu par les réseaux sociaux, tout ça. Tu sais, si tu commençais aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait tout aussi accessible que ça l'était de un peu lancer tes créations dans le vide, puis... C'est sûr que ça n'aurait pas le même impact que ça a eu à l'époque. Mais ce que je remarque avec mes amis et collègues illustrateurs, c'est qu'il y a un retour au blog. Ah ouais? Les gens, ils en ont marre des réseaux sociaux, des algorithmes qui empêchent de voir le contenu qu'on aimerait vraiment voir. Alors, il y a un avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à rejoindre, lorsqu'on a du succès, énormément de gens. Et il y a une contrainte technique intéressante, c'est celle du format qui pousse à faire des strips plutôt que des bandes dessinées plus longues. Et les strips, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien comment c'est une gymnastique. On est obligé de rester condensé, puis après, on peut faire plusieurs strips et ça peut devenir une histoire plus intéressante. Donc ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Mais sinon, ce qu'on remarque, c'est que les réseaux sociaux, ils ont brimé finalement cette créativité, cette belle créativité qu'il y avait à cette époque des blogs. Donc il y a un retour. Est-ce que ça a autant de succès? Est-ce que c'est autant suivi que ça l'était il y a une dizaine d'années? Je ne pense pas, mais on peut espérer que peut-être le mouvement va aller en s'accélérant. Puis c'est pas... Même s'il y a moins de gens, si les interactions sont plus significatives, puis passent pas à travers un algorithme, il y a quelque chose de tout aussi fort. Oui, tout à fait. Tu sais, que tu aies 100 personnes, disons, qui suivent ton blog assidûment, puis que tu aies de l'autre côté 10 000 personnes qui te suivent sur Instagram, mais qui voient juste de temps en temps ce que tu publies parce que ça passe à travers l'algorithme, puis ça passe vite, tout ça. C'est un type d'interaction différent aussi. Tout à fait. Et puis on peut rejoindre des gens aussi qui n'auraient pas nécessairement accès au livre si le livre est publié en format physique, parce que notre réseau de distribution est quand même... on est distribué en France, mais c'est sûr que le blog permet quand même de rejoindre certaines personnes qu'on ne pourrait pas rejoindre. Absolument. Nécessairement. Ouais, absolument. Puis, et donc, après Mylène, tu as publié, pas nécessairement juste après, là, mais tu as aussi publié Nunavik, qui retrace un peu un voyage que tu as fait dans le Grand Nord québécois. Puis il y a également la même thématique là où dans Myland, tu es supposé écrire ton mémoire de maîtrise, là, tu es supposé écrire la suite de Myland. Voilà. Puis ça commence avec une discussion avec ton éditeur, puis tu te dis oui, je veux faire Myland 2, puis finalement, tu vas dans le Grand Nord, puis tu écris Nunavik. Donc il y a encore cette même thématique un peu de procrastination créative, en quelque sorte. Oui, et puis avec l'idée de utiliser le même ton, le même personnage déjà, même quand on voit sur les couvertures, il y a la même approche graphique. On rentre dans un paysage, sauf que là, on passe du quartier Myland qui est devenu, à la fin, j'en parle un peu dans ma BD, c'est encore pire aujourd'hui, vraiment le quartier à la mode, le quartier des restaurants chics, des boutiques vintage, etc., au Nunavik, que je présente comme le tiers-monde dans notre propre province. Alors, c'est un voyage... J'y suis allé 2 fois. Dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est un seul voyage, mais c'est en fait 2 voyages que j'ai faits qui sont réunis. Et je voulais présenter la réalité de cette région telle que je l'ai découverte
en me présentant comme un touriste, avec des préjugés, avec de l'impatience, émerveillé aussi, donc vraiment essayer d'être le plus honnête possible par rapport à ma rencontre Mhm. avec les Inuits et avec cette région. Mhm. Ouais, au risque de sonner cliché, ça reste qu'un des trucs qui me ressort, c'est qu'il y a une authenticité Mhm. dans ça. Il y a une transparence, j'ai l'impression, entre le créateur puis la création, tu sais, où on sent vraiment qu'on a accès directement à ton expérience. Tout à fait. Tu sais. Puis c'est effectivement aussi, vraiment, on le sent aussi dans le grand respect de ces communautés-là. Puis c'est une approche très saine. Là, tu sais. C'est pas une approche extractive, disons, qui est un grand fléau, notamment dans les sciences là, ou Oui. dans la recherche académique, mais de se rendre dans des communautés de Premières Nations dans le but de simplement extraire des données pour un projet de recherche sans Absolument. nécessairement s'y intéresser. Oui. On sent que, disons, que tu fais de ton mieux, que c'est pas parfait, qu'évidemment, c'est difficile de connecter absolument avec ces Mhm. communautés-là quand tu y vas Mhm. une période de temps limitée, tout ça, dans une position un peu de touriste, mais que tu le présentes comme tel. Puis, donc, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper sain et instructif également, puis drôle aussi, puis touchant. Puis, on s'y plonge. En tout cas, moi, tu sais, je l'ai lu Oui. d'une traite avec beaucoup de captivité. Mhm. Ouais, en tout cas, j'étais captif. J'étais pas en captivité. Puis, disons, pour finir la revue de littérature de Michel Hellman, là, mais parce que ça m'a vraiment aussi surpris les deux BD que tu as publiés à Loi de Cravant. Mhm. BD où, tu sais, même des œuvres d'art graphique. Oui, là. c'est ça. C'est absolument formidable. Il y a Iceberg qui retrace. En fait, c'est presque. C'est des œuvres que je trouve poétiques, d'une certaine façon, qui retrace un accident euh, d'avion dans les années 60, en 1968, qu'un bombardier américain s'est écrasé dans l'océan Arctique puis qui a déversé des substances À côté radioactives. du Groenland. Ah, comme quoi. Une base secrète américaine au Groenland, alors. Comme quoi, c'est d'actualité. Voilà. Ouais. Et l'ensemble du livre, j'essaie de le montrer à la caméra, mais il raconte cette histoire-là de façon très évocatrice. Et tout ça est fait sur des feuilles mobiles Mhm. découpées. Donc, c'est uniquement du découpage dans les feuilles. Mais c'est un travail absolument formidable. Vraiment, Oui, ben c'est les feuilles lignées, le genre qu'on utilise pour prendre Ouais. des notes en cours. Donc du papier cheap un peu, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est très fibreux. Mhm. Alors, en le découpant, on voit les fibres qui ressortent. Et puis, je pensais que ça évoquait bien cette fragilité du Grand Nord. Mhm. Mais ce que ça montre surtout, c'est que j'ai fait cette bande dessinée après mon premier contact avec les Inuits. Et ce qui m'a fasciné chez les Inuits, il y a beaucoup de choses qui m'ont fasciné, mais la découverte de leur art. Alors, on connaît beaucoup la sculpture, mais la gravure inuite, c'est fascinant d'un Mhm. point de vue graphique. Alors, je voulais faire quelque chose qui soit un hommage, sans être une imitation, évidemment, parce que je ne suis pas inuit, Mhm. donc en papier découpé. Et bon, ça reste une bande dessinée, mais c'est muet aussi. Mhm. Ouais, oui, je veux dire, c'est déjà un travail technique absolument hallucinant. C'est une idée créative, vraiment. En tout cas, c'est vraiment. Je suis vraiment tombé. Ben, j'étais déjà assis, là, mais sinon, je serais tombé à la renverse. Puis la même chose pour le petit guide du plan Nord, qui lui est. C'est ça, parle du plan Nord de façon tout aussi poétique et évocative, et fait à partir de sacs de poubelle. Voilà, Right? exactement. Des sacs de poubelle que j'ai. C'est fou, là. Donc, je les ai fondus un petit peu avec un fer à repasser dans du papier parchemin et je les ai découpés avec un scalpel. Donc là, c'est le noir sur le blanc, Ouais. plutôt que le blanc, Le sur, blanc le sur noir, le noir. comme Iceberg. Ouais. Puis bon, les deux, le choix des matériaux est déjà parlant du sujet. Puis c'est vrai que les feuilles lignées pour Iceberg aussi, tu sens la transparence de la feuille. Là, tu sais, comme tu le vois presque. Mhm. C'est ça son aspect frêle, comme tu dis, par rapport à la banquise, puis tout ça. Puis évidemment, le plan Nord avec les sacs poubelles. D'ailleurs, le plan Nord, en tout cas, pas trop ce qui s'est passé avec ça, mais Ouais.
J'étais jeune vrai, aussi, il faut ouais. dire. Là. J'étais au secondaire, moi, mais à un moment donné, c'est juste. J'ai plus trop entendu parler. Bref. C'est vrai. C'est vrai. C'était l'œuvre de Jean Charest, ça, hein, il me semble. Ouais, Couillard Ouais, aussi, non? Il me semble que Couillard, il n'y ouais, a pas. ouais, ouais, Peut-être, en tout cas. effectivement. Mais oui, davantage Mhm, ce bon vieux Charest. Puis, ouais, ben aussi, mhm. tu t'en parles au début, Et- que c'est repris aussi par les péquistes, mais qui changent de nom oui, c'est ça. pendant la petite année, quelques. C'est sûr, c'est très libéral dans la continuité de Bourassa et de s'approprier l'honneur, effectivement, avec Mhm. ce que, bon. Ouais, puis toi, Stéphane, une de tes œuvres, c'est Quebec Questions, Quebec Studies for the 21st Century, que tu as édité. Euh, c'est un recueil d'articles scientifiques sur les études Je crois pas québécoises. que tu sois obligé d'ouvrir Non. les pages pour montrer l'aspect C'est artistique c'est pas du aussi, livre. c'est pas Non, aussi non. poétique, ça le dit. Moi, j'ai été, Oui. parce que je l'ai utilisé pour le cours Ouais. pour lequel j'étais tiré, Mhm, Intro to the Study of Québec, donné à mhm, McGill, par Simon-Pierre Lacasse, on le mhm. salue. Euh, j'étais surpris de voir qu'il était édité publié par Oxford University Press, Mhm. un livre d'études québécoises. Oui, oui. Ben, écoute, ça, c'est vraiment le résultat d'une collaboration étroite avec deux collègues qui sont deux amis dont j'ai malheureusement aussi eu disons, la tristesse de vivre le décès des collaborateurs et des bons amis, donc Jared Rudy, qui était donc historien à McGill et qui a été vraiment donc une des pierres angulaires de la réalisation de ce projet-là. Mais c'est aussi parti d'une collaboration avec, c'est comme si c'était une autre époque, mais avec les États-Unis et l'intérêt des étudiants américains qui suivaient des cours aux États-Unis, à Plattsburgh, à SUNY Plattsburgh, et dont le directeur Christopher Kirky aussi constatait, comme nous aussi à McGill d'ailleurs, l'absence d'un recueil, d'un livre en anglais pour présenter le Québec. Et donc, à partir de ces besoins-là, effectivement, ça a été un peu ce que je te disais tantôt, hein, c'est-à-dire une volonté de ma part de mettre à profit ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire d'être metteur en scène, où là, Mhm. j'étais éditeur du livre. Et, euh, et là, c'était vraiment devoir avec, bien sûr, avec Jarrett et Chris, à concevoir le livre. Quelle serait justement cette architecture pour le livre qui est basée, bien sûr, sur les études québécoises à McGill, sur ce qu'on constatait en termes de besoins de nos étudiants, parce que quand même, McGill a bon an, mal an, presque euh, 30 des fois un tiers d'étudiants internationaux. Donc, c'est beaucoup et il y avait quand même une soif là, d'en savoir un peu plus sur le Québec. Alors, à partir de ça, que fait-on? Sachant que euh, pour plusieurs de ces étudiants-là, c'est comme un one-shot deal, c'est-à-dire qu'ils vont probablement suivre dans leur parcours un seul cours en études Mhm. québécoises. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme livre un peu de référence? Et donc, dans cette approche-là, ce qui était surtout important pour nous, c'était aussi un clin d'œil à Marcel Rioux parce que donc Marcel Rioux avait écrit donc Le Québec en question, donc au Mhm. singulier. Et c'est un livre qui donc décrivait un tout petit peu ce qu'est l'identité québécoise, bien sûr, à cette époque-là, les années 60, 70 et 80, c'était bien sûr la question nationale qui prédominait, mais la question identitaire était quand même centrale. Et nous, ce qu'on voulait, c'était de faire un clin d'œil à Rioux en se disant, oui, mais là c'est, dans le fond, c'est les questions québécoises et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc, alors, on a fait, bien sûr, appel à l'interdisciplinarité, vraiment, puis essayer, ce qui est un beau défi, puis un énorme plaisir d'adapter le contenu pour le rendre le plus accessible possible aux étudiants. Mais ce qui m'a vraiment aussi, le défi, c'est de dire, bon, il y a quelque chose qui est quand même une reconnaissance vraiment d'un outil extraordinaire, c'est-à-dire de me situer au sein des études québécoises à McGill et d'avoir cette tribune exceptionnelle des études québécoises à McGill
très modestement, parce que bien entendu, j'ai toujours eu un rôle qui est donc un rôle de coordination. Mhm. Je ne suis pas prof à McGill, mais donc j'ai un rôle vraiment d'appui à la direction qui est toujours assumé par quelqu'un qui est professeur titulaire. Mais c'était quand même de dire, modestement, il y a un rôle que je peux jouer pour utiliser cette tribune-là, utiliser les études québécoises et utiliser vraiment le rayonnement international de McGill et de faire en sorte qu'on puisse mieux faire connaître le Québec dans ses contradictions, le Québec dans sa diversité. Et c'est là que je me suis dit, ben, alors, avec la présence de Chris et la présence de Jarrett, on a plongé ensemble et on s'est dit, ben, alors saisissons cette tribune des études québécoises. À ce moment-là, Jarrett occupait la direction des études québécoises et on a plongé. Et ça n'a pas été trop difficile de convaincre Oxford qui ont vu vraiment la pertinence de réaliser le livre. Ensuite, il faut voir auprès des étudiants la pertinence du livre, mais ce qui est clair, c'est qu'il me semble que ça répondait à un besoin à ce moment-là. Là. Ouais, puis les étudiants, somme toute, l'apprécient quand même. Même si, bon, c'est un matériel pédagogique, Oui, là, et oui. donc, de facto, c'est sûr que c'est pas le truc le plus excitant, hein. Mhm. C'est pas comme les BD de Michel où, tu sais, Absolument. on vit une expérience esthétique. Si on vit une expérience esthétique dans Quebec Studies, c'est peut-être plus celle de l'ennui, Oui. hein, avec tout le respect que j'ai pour le livre, mais c'est juste, soyons francs. Mais moi, ça m'a vraiment surpris. Ben, d'une part, je ne savais même pas qu'il y avait un programme d'études québécoises à McGill. Mhm. Puis moi non plus, là, je fais mon doctorat à McGill, mais Oui. j'ai jamais côtoyé cette université. Puis Oui. il y a vraiment une perception spécifique de McGill à Oui. Montréal. Oui, oui. Puis j'ai été vraiment surpris, comme j'étais auxiliaire d'enseignement pour le cours d'introduction aux études québécoises. Mhm. J'assistais au cours, puis il y avait un réel intérêt de Oui. la part des étudiants et des étudiantes à mieux comprendre le Québec. Puis autant des étudiants qui venaient du Québec que des étudiants qui venaient d'autres provinces du Canada, que des étudiants qui venaient de l'international, Mhm. notamment des États-Unis. Oui. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Non, tout à fait. Puis derrière la naissance du programme, et je le dis avec beaucoup de fierté aussi, donc c'est vraiment donc, au Québec, donc à peu près au même moment que l'Université de Montréal, ça a été la même année, là, 1963, c'est vraiment donc le premier programme donc, interdisciplinaire ou multidisciplinaire en études québécoises qui a été créé au sein des universités québécoises. L'Université d'Ottawa avait créé un programme euh, euh, canadienne-française, d'études canadiennes-françaises. D'ailleurs, le programme québécois d'études québécoises tel qu'il est portait bien sûr à ce moment-là, au début des années 60, donc le Centre d'études canadiennes-françaises. Mhm. Mais pour la petite histoire, et c'est intéressant parce que vraiment, c'est un politologue Michael Oliver, qui était d'ailleurs le chercheur principal d'André Laurendeau. Donc, au moment de la commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Et c'est vraiment cette volonté cette réflexion face à l'accompagnement d'André Laurendeau que Michael Oliver a eu, et aussi en assistant aux audiences publiques aussi relativement à l'insatisfaction qui était clairement mentionnée, pas seulement d'André Laurendeau, mais des citoyens à travers le Canada. Et donc, ça a été la réflexion et la prise de conscience d'Oliver. Mais alors, que fait-on à McGill pour le Québec? On a beau être une institution québécoise, mais que fait-on pour le Québec? Et c'est là que vraiment, il y a eu cette volonté de créer ce programme qui a été plus ou moins bien reçu dans certains milieux nationalistes aussi également. Mais n'empêche que ça a été créé dans les années 60. Donc, le journaliste et aussi professeur Laurier Lapierre y a travaillé étroitement également. Et Laurier Lapierre a été bien connu et bien cité pour se dire que pour pointer et responsabiliser aussi McGill dans les pages du Devoir aussi à plusieurs reprises pour dire ben, il faut que McGill soit une université québécoise au Québec pour le Québec. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, de responsabiliser McGill dans son ancrage québécois. Et ça ça demeure pour moi ce rappel que McGill est
très clair, très fort, de dire que McGill est une université québécoise et pour le Québec, dans le Québec. Ça a toujours été pour moi une espèce de phare et de rappel de cette nécessité de responsabiliser McGill dans son ancrage québécois. Ouais, parce qu'on n'a pas souvent cette perception-là de McGill. Exactement. Moi-même, je pense pas à McGill en premier lieu comme une institution québécoise nécessairement. Mhm. Puis, pour la petite anecdote, j'étais avec une amie hier qui étudie pas à McGill. Puis on traversait le campus, puis elle me disait j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être ici. Il y a quelque chose de Oui. un peu Absolument. d'étranger dans ce campus-là. Puis moi aussi, je me rappelle la première fois que je l'ai visité, j'avais Oui. l'impression de ne pas appartenir à ce lieu-là. Alors que c'est en plein centre-ville de Montréal, sur le bord du Mont-Royal. Ben, je te dirais, Zach, que ça fait partie vraiment des sources de motivation qui m'animent constamment, c'est-à-dire de vraiment travailler en coulisses, à l'interne, avec plusieurs collègues et amis, que ce soit actuellement Pascal Brissette, bien sûr, mais il y a plein de gens qu'on salue, mais il y a plein de gens qui ont fait vraiment des travaux remarquables au fil des années. Je pense à l'historien récemment décédé Yvan Lamonde, au littéraire François Ricard. Mais c'est surtout cette volonté, ce rappel de dire « Oh, attention, là, McGill est une université québécoise et donc il y a une responsabilité à cet égard et de poser des gestes. » Et moi, c'est vraiment de bénéficier comme Québécois, comme peuple québécois, de ce précieux atout d'avoir vraiment cette institution universitaire qui est tournée vers l'international pour le bénéfice des Québécois et des Québécoises. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite, même si des fois je me suis fait dire There's no appetite for Quebec at McGill. Je n'y ai jamais cru. J'ai toujours cru que la soif, la curiosité était là. Mais comment rendre les choses... Peut-être que des tendances, des modes, des courants ou des disciplines vont être beaucoup plus populaires que d'autres. Alors, est-ce que là, le Québec ne serait pas assez à la mode ou ça ne fait pas partie de la tendance actuelle? Alors, c'est là où vraiment, dans ma volonté d'ancrer McGill, modestement, de trouver des façons, mais de l'ancrer encore plus, que je me suis dit, sans doute que l'éducation expérientielle, serait une belle façon de pouvoir peut-être accrocher les étudiants aux études québécoises. Et c'est là que d'un point de vue pédagogique, on a décidé de lier les études québécoises à une approche expérientielle pour essayer peut-être d'offrir quelque chose de différent, peut-être d'un peu sexy aussi, peut-être quelque chose qui était plus attrayant pour des gens qui voulaient avoir un parcours McGillois avec une possibilité en tout cas de ce qu'ils considéraient un stage, un milieu de pratique. Et si je me suis dit, testons ça, allons-y avec ça, puis on verra ce que ça va donner. Ouais, apprentissage expérientiel qui consiste surtout à placer les étudiants dans des communautés ou dans des organismes à but non lucratif à Montréal, puis les encourager à réfléchir sur leur expérience. Absolument, absolument. Et c'est un peu ce qui a donné naissance, à vrai dire, au projet auquel Michel et moi et mes collègues et amis Pascal Brissette et Nick Luca, donc à l'École d'architecture et l'École d'urbanisme, c'est Pascal Brissette qui dirige le CRIEM et qui est au département j'oublie toujours le DLLF. DLLF, mais il vient de changer de nom. Avant, c'était DLTC, mais là, c'est revenu à département de langue et littérature française. Voilà. Donc c'est ça. Donc, de travailler ensemble, mais cette éducation expérientielle ou cette volonté d'avoir, donc, d'intégrer un élément optionnel pédagogique expérientiel m'a permis vraiment de plonger dans les réalités de Peter McGill, puis d'essayer de dire, voyons voir les besoins, rencontrons les organismes. Et c'est là que j'ai rencontré la table de quartier Peter McGill. Et donc, écouter vraiment leur réalité, leurs besoins, parce qu'à la base, vraiment, c'était une approche qui se valait
qu'on peut résumer en anglais là, de service learning, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment quand même ancrer cette expérience-là dans un cours, dans les cours en études québécoises, donc de toujours relier ça aux objectifs d'un cours. Donc ça, c'est important, permettre de donner notamment un éclairage sur les lectures différentes, s'assurer de ça, puis de permettre aux étudiants de vivre une expérience à l'extérieur de la salle de cours, donc d'avoir une expérience, du moins des connaissances civiques, citoyennes qui peuvent sortir de ça. Puis, bien sûr, nous, on l'a aussi relié avec la politique d'équité, de diversité, d'inclusion de l'Université McGill, c'est-à-dire de vraiment permettre aux étudiants de vivre concrètement. Mais alors, qu'est-ce que c'est ces enjeux d'équité, de diversité à l'intérieur du contexte montréalais? Puis bon, Peter McGill en tant que tel, les pourtours de l'université, on le voit quotidiennement, les enjeux reliés que ce soit aux enjeux d'insécurité alimentaire, aux enjeux d'itinérance, bien entendu. Alors, plein d'enjeux auxquels les étudiants quotidiennement sont confrontés. Alors, on voulait aussi leur permettre de s'impliquer, de peut-être possiblement faire une différence. Et moi, ce que je voulais, c'était aussi de faciliter leurs tâches et de répondre à certains besoins. Encore là, c'est très modestement, mais revenir à cet engagement, cette nécessité d'ancrer McGill et d'utiliser les études québécoises pour offrir un ancrage encore plus fort dans le quartier. Et là, rencontre avec les gens de Peter McGill, de la table de quartier, et évidemment des travailleurs communautaires extraordinaires, passionnés de leur quartier, et des rencontres. Des rencontres vraiment super, des besoins immenses. Et voilà, et ça m'a vraiment poussé à dire, OK, on y va. Puis j'avais été beaucoup inspiré aussi par la démarche, quand j'utilise le mot l'ancrage de McGill au Québec, mais l'ancrage dans le quartier, j'ai été beaucoup influencé aussi par le modèle que UPenn aux États-Unis a développé avec son Netter Center. Ça m'a beaucoup inspiré, où notamment il y avait des affirmations très fortes que il faut que les universités arrêtent d'être vraiment des îlots déconnectés et d'être presque des endroits horticoles magnifiques, presque des jardins botaniques magnifiques, mais alors que tout autour, pauvreté, violence existent. Alors, l'avenir des universités est directement lié avec l'avenir de leur quartier immédiat. Et ça, c'est des affirmations qui m'ont vraiment, vraiment animé. Ce qui est particulièrement le cas de McGill. Alors, à vrai dire, la plupart des universités montréalaises. Oui, c'est ça. Alors là, ça... l'UQAM qui près d'Outremont. Oui. Et donc, la démarche d'Ira Harkavy, notamment, là-bas, m'a beaucoup inspiré dans mes lectures. Là, on parle du début des années 2000, bien entendu. Et là, ça fait une douzaine d'années qu'on a réussi à mettre ça en place et à faire ce défi-là au sein des études québécoises. Et l'idée, comme mon implication avec Michel, qui est impliqué donc au CRIEM, au Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, si on avait cette implication donc pédagogique qui était dans les cours en études québécoises, restait à aussi avoir ce volet recherche qui restait à construire. Et c'est là que on a réfléchi beaucoup avec Pascal Brissette, avec Nick Luca, en écoutant, en travaillant avec les gens de la table. Et les gens de la table nous disaient, on constate des réalités qui, pour nous tiennent vraiment à cœur. Notamment comme par exemple des enjeux de logement qui sont énormes à l'intérieur du centre-ville. Donc, des enjeux de logement sur, bien sûr, flambée des prix, mais aussi question de rareté de logements sociaux. On constate des enjeux d'itinérance, on constate l'absence d'écoles primaires, ce genre de choses-là. Mais
malgré le fait qu'on possède des outils statistiques pour documenter ça, on a l'impression que le pouvoir public, on a l'impression que les élus, mais on a surtout l'impression aussi que peut-être les citoyens, les citoyennes ne sont pas assez mobilisés dans ces réalités sociales-là qui viennent, disons, faire ombrage sur la qualité de vie du centre-ville. Puis nous, on croit que le centre-ville, ce que les gens de la table disaient, on croit que le centre-ville est un milieu de vie important, mais on aimerait ça avoir une mobilisation, un engagement relativement à ces enjeux-là. Mais on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment le réaliser et tout. Et c'est à partir de cette réflexion-là, de cette question-là, sachant qu'il y avait un lien de confiance qui avait été établi avec la table de quartier Peter McGill par l'écoute de leurs besoins pour arrimer des projets pour les étudiants qui allaient les aider. Alors, c'est à partir de ça que de cette question de dire comment peut-on concevoir ensemble ou réfléchir pour favoriser un certain engagement, une certaine mobilisation, ou en tout cas une autre façon de mettre de l'avant des réalités sociales qui viennent nous toucher. Quelle pourrait être cette autre façon-là? Et c'est là qu'on en a discuté avec Michel et que cette idée d'un portrait de quartier sous forme d'un récit de quartier est vraiment arrivée. C'est un cheminement qui nous a permis de bénéficier, bien sûr, de l'expertise intellectuelle de Pascal Brissette, de Nick Luca, des gens de la table. Et c'est là que, bien entendu, on a décidé de combiner cette volonté d'écoute, de projet qualitatif, d'anecdotes, de récits, et de combiner ça avec vraiment l'émotion, l'art et la bande dessinée de Michel, parce que vraiment, tu l'as décrit tantôt, contrairement à Québec Questions, quand on lit un livre de Michel, ça vient nous chercher. C'est beau, ça évoque plein d'émotions et on s'est dit, alors faisons quelque chose de complémentaire comme portrait de quartier. Et peut-être que ce quelque chose de complémentaire-là va réussir à rejoindre des cordes sensibles différentes sur des réalités sociales qui existent. Et c'est là qu'on a lancé l'aventure de ce beau projet-là qu'on a appelé, donc, Raconte-moi, Peter McGill, Michel et moi. Voilà. Puis, mais parce que là, Michel, tu es professeur praticien McConnell au CRIEM. CRIEM qui est dans le centre de recherche auquel nous trois, nous sommes tous trois reliés à ce centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Toi comme coordonnateur scientifique, Michel comme professeur praticien et moi comme... Oui, c'est un titre très prestigieux. Mon père était très fier. Mon père qui était professeur à McGill. Oh là, professeur praticien à McConnell. Justement, en quoi ça consiste d'être professeur praticien à McConnell? Alors, il y a une composante, dans mon cas en tout cas, de création. C'est comme une résidence de création. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est... Donc, on est en train de mélanger la bande dessinée avec la recherche, mais j'ai aussi carte blanche. Et ça, j'ai beaucoup aimé la confiance, la confiance de Stéphane, que Stéphane m'a donnée, Pascal aussi, pour faire un projet donc, qui mélangerait bande dessinée et recherche, parce que le danger, souvent, lorsqu'on croise les disciplines, c'est que ça devient des bandes dessinées intéressantes pour un nombre restreint de gens. Alors, ce que j'aime avec la bande dessinée, c'est justement le côté accessible, le côté... je veux que des gens puissent avoir l'envie de lire cette bande dessinée, pas parce qu'il y a une dimension pédagogique nécessairement, une dimension liée à la recherche. J'ai envie qu'ils puissent la lire avec l'idée de se distraire. Mais en plus de ça, c'est une bande dessinée qui peut servir de modèle, une manière de faire un portrait de quartier, mais au niveau de la rue. Ça, c'est une image que j'aime bien utiliser. Un portrait de quartier tel que vu à travers les yeux des gens qui habitent ce quartier. Ce qui est
particulièrement fascinant avec Peter McGill, ça m'intéressait ce que tu disais, la petite vidéo. Il faudrait que tu me la montres. Ouais, je vous la montrerai. Je vais la retrouver. Puis, déjà que des gens connaissent le nom Peter McGill. Parce que moi, honnêtement, voilà, je ne connaissais même pas le nom Peter McGill. Ouais. Donc, c'est le centre-ville de Montréal. Peut-être à cause des élections municipales récemment. Peut-être, oui, effectivement. Peut-être ça. Oui, ça oui. A permis... Oui. Puis il y a des choses un petit peu moins glorieuses, comme notamment avec les élections municipales. C'est quand même l'endroit où le taux de participation était le plus faible. Alors, ça a peut-être été cité aussi. Là, puis peut-être par rapport à certains enjeux, comme ceux de l'itinérance, par exemple. Peut-être que Peter McGill est cité dans des articles de journaux. Je ne sais pas. Mais oui, donc... Mais c'est unique à Montréal d'avoir un centre-ville comme ça qui est habité. Il y a tellement une personnalité forte, mais une personnalité qui se décline parce qu'il y a plusieurs poches. Il y a des quartiers. Il y a des quartiers dans le district. Et chacun de ces quartiers a une personnalité. Et c'est ce qui me fascine. Parce que mon projet initial avec le CRIEM, c'était d'explorer Montréal, de faire une bande dessinée qui serait cartographique. Et ce qui m'intéresse, c'est la cartographie dite sensible. Donc, une cartographie qui s'intéresse au sens. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début lorsque je parlais de Myland. Ce qui est intéressant, c'est de parcourir les frontières entre ces quartiers, de voir comment ça se fait qu'on peut parler d'une identité sur un certain quartier. Qu'est-ce qui définit l'identité d'un quartier par rapport à l'autre? Donc, il y a vraiment cette question qui est centrale à ma bande dessinée, que je souhaite faire en restant fidèle à mon style, qui est d'utiliser le personnage ours qui observe, qui remarque ce qui se passe devant lui, qui parle de ses anecdotes. Donc, relier ce qui pourrait sembler tout à fait banal pour en faire un portrait plus large. Je suis content de savoir que le narrateur ours revient. Voilà. Je me suis attaché à cette animalification de toi. De toute façon, c'est pas un mot qui existe, mais je sais pas pourquoi je me suis averti à essayer de le prononcer. Oui, puis c'est ça, ça rend les choses ludiques en même temps. Fait que c'est... Ça permet de raccrocher également à une subjectivité. Oui. Ce qui est assez important. Une distanciation, oui. Parce que des fois, il y a des... Dans la narration aussi, ça permet un transport, de transporter le lectorat avec le narrateur, puis de s'identifier, puis de relier ça à des anecdotes personnelles ou à des expériences personnelles. Je trouve que c'est un mécanisme super intéressant. On en parle dans la bande dessinée, ce que tu appelles l'animalification. Ouais. Le terme qu'on utilise en anglais, c'est le masking. Alors, c'est l'idée de de se représenter de manière très simple. Donc, moi, mon personnage s'est représenté très simple, les 2 petits points pour les yeux, le nez, etc. Mais c'est une manière pour le lecteur. C'est comme si c'était un masque et le lecteur peut mettre ce propre masque. Il peut s'identifier parce qu'il n'y a pas Exactement. un visage défini. Mais un peu... un des exemples les plus célèbres de ça, c'est Mouse. Oui, exactement. Oui, voilà, et c'est lui qui a utilisé le terme masking, justement. Ah oui, OK. Puis qui permet de raconter l'histoire de l'Holocauste exactement. En regroupant sous certaines identités animales les différents groupes impliqués dans tout ça. Un ouvrage absolument... qu'on m'a fait lire relativement jeune quand même au secondaire. OK. Ce qui est cool. Oui. C'est marquant. C'est marquant. Je réalise que je devrais le faire lire à mon garçon aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que je l'ai lu autour de 14 ans. Tu l'as-tu lu au secondaire, toi, Julien? Non? Ouais. Ouais, c'est quand même un classique. Tant mieux, parce que c'est tellement bien réussi. Puis c'est... Oui. Je veux dire, c'est ça l'exemple peut-être le plus célèbre du potentiel autant pédagogique qu'empathique de la bande dessinée et artistique. Sur un sujet tellement complexe à aborder, justement. Oui, c'est ça. C'est un des plus difficiles, sans doute. Là. Sans doute. Tu disais qu'il y a plusieurs quartiers dans le district Peter McGill. Peux-tu nous en nommer quelques-uns que tu as remarqués, disons? Il y a Shaughnessy. On peut vraiment parler de Shaughnessy, l'identité de Shaughnessy. Ça, c'est où? Alors, le Shaughnessy, c'est ce qui est autour de Concordia. OK. Ouais, c'est ça, je connais. Et c'est un nom relativement récent. C'est intéressant aussi de parler de ces noms de quartiers qui apparaissent.
hein. Donc Shaughnessy, c'est un nom qui a été donné après que Phyllis Lambert ait racheté le manoir Shaughnessy, qu'on a fait le Centre canadien d'architecture. Mais c'est un prof qui a eu l'idée de donner ce nom, hein, de définir l'identité de ce quartier. Et ils ont défini cette identité lorsqu'ils sentaient le besoin, justement, de préserver, parce que c'était une époque où, à Montréal, on était en train de démolir, en train de creuser des autoroutes, des chemins de fer. Donc, c'était un moment de bouleversement où il y a eu cette volonté de vraiment définir, hein, les paramètres et l'identité de quartier. Donc là, il y a vraiment une histoire dans Shaughnessy d'identité, hein, de travail, de la communauté, hein, pour venir... La valorisation du milieu. Oui, voilà. Merci, exactement. Et en même temps, dans Peter McGill, il y a le Golden Square Mile. Hein, ce quartier historique de la richesse, là où il y avait 75% de la richesse du pays. À un moment, hein, le 75% de la richesse du Canada était concentrée au 19e siècle. Voilà, par quelques familles d'Écossais qui habitent dans ces grands manoirs. Et après, il y a eu, après le crash boursier, beaucoup de ces familles sont parties aller plus vers Westmount. Il y a eu des maisons qui ont été démolies. Il y a aussi des tours d'habitation. Et c'est dans ce bric-à-brac architectural que j'ai l'impression que je ressens vraiment l'essence de Montréal. Donc, Peter McGill, d'une certaine manière, c'est Montréal en concentré. Absolument. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, moi, quelque chose que je trouve typique de Montréal, c'est les quartiers comme Villeray, Petite-Patrie, des rues avec des duplex en colimaçon. Oui. Est-ce qu'il y a un échantillon de ça? Est-ce qu'on retrouverait un échantillon de ça, un équivalent dans Peter McGill? Il y a les petites rues, les petites rues, je parlais de Shaughnessy justement, hein, des petits coins comme ça, on a l'impression d'être loin du centre-ville. Alors qu'on est en plein milieu. Exactement, avec une architecture qui est spécifique à ce lieu. Mais c'est clair que lorsqu'on va parler de Peter McGill, on n'est pas dans le même registre que parler de Villeray ou du Myland. Non, c'est sûr, c'est ça. De par l'éloignement simple aussi du centre-ville, ça fait en sorte que tu... il y a un sentiment d'isolement. Oui, c'est ça. Puis bien sûr, ce qu'on a constaté, c'est avec les groupes de discussion qu'on a menés, les entrevues individuelles, c'est vraiment un lieu de convergence, ça, c'est clair. Donc, un lieu où la diversité, le foisonnement et même vraiment de façon très positive, là, on le voit, c'est-à-dire l'accès à plein de choses qui permettent là, justement de valoriser cette diversité, puis l'aspect convivialité aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Mais quand même, on a constaté que la lecture est vraiment très différente aussi du quartier selon qu'on soit donc une personne résidente, selon qu'on soit une personne étudiante, ou bien non, si on est une travailleur ou une travailleuse. Alors, on a décidé vraiment de catégoriser aussi en fonction de ces trois groupes-là, c'est-à-dire de voir la perception générale, de voir différentes questions qu'on pose dans les groupes de discussion, puis dans les entrevues, en fonction donc d'être vraiment un étudiant, les réalités étudiantes, les réalités de résidents, les réalités des travailleurs et des travailleuses. Et puis, d'un point de vue de la méthodologie également, et ça, c'est un beau défi, c'est de dire, on s'entend sur le résultat qui mènerait donc, bien sûr, à cette BD, mais on s'entend sur ça, mais dans le processus en tant que tel, comment on peut bénéficier vraiment de la bande dessinée, de l'illustration dans le processus, puis est-ce que dans le résultat, dans la production, dans la mise en nous-mêmes, dans la mise en récit de nos données, est-ce que, oui, on a le livre puis on y tient, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire également? Donc, mais tout ça est parti pour revenir à la base, c'est-à-dire que c'est pour ça que probablement il y avait tellement d'atomes crochus. Bon, je racontais bien sûr cette volonté d'ancrage,
du côté des études québécoises, du côté du CRIEM, la volonté d'ancrage de la table de quartier aussi, mais il y avait aussi la volonté de transmission. Et nous, comme centre de recherche, c'est toujours au cœur. On se dit, ouais, mais alors il faut s'assurer de la dissémination. Il faut. Et bon, Michel tantôt disait peut-être sur certains livres BD, bon, ça passe plus ou moins ou quoi que ce soit, mais peu importe. Moi, la question, c'était oui, nécessité, puis je ne remets pas en question la question de la production savante, mais peut-on ajouter d'autres couches ou d'autres choses que la production savante? Et c'est là que, bien sûr, aussi la BD était vraiment essentielle, mais on s'est dit, OK, la BD est essentielle, ça peut être un super outil, mais comment aussi, au niveau des témoignages également, parce que c'est là où c'était un enjeu, au niveau des témoignages, est-ce qu'on pourrait mettre à profit aussi la BD également pour nous aider dans notre cueillette de données, dans ça? Parce que c'est ce lien de confiance à établir avec les gens avec lesquels on écoute leur histoire et se mettre aussi dans une certaine forme de respect, d'égalité et tout ça. Il faut quand même le dire, là, puis être vraiment honnête, là. On n'est pas des anthropologues, on n'a pas fait de terrain pendant des années, où on a côtoyé des milieux pendant des années. On n'est pas non plus des historiens, ne serait-ce que mon collègue montréalais Stephen Hay ou Alexandro Pissarelli, qui ont passé des années à écouter, à rassembler des témoignages. Donc, nous, notre intérêt est fort, notre intérêt est vif, mais on a tout à construire comme lien de confiance, comme lien de respect. Et là, on s'est dit, ben, alors peut-être que méthodologiquement, la BD pourrait aussi être un outil qui pourrait nous aider. Puis comment vous faites ça? Ben là, je me doute de la réponse. Mais vous pouvez nous expliquer comment on fait pour inclure la bande dessinée dans la collecte même de données, donc dans le recueil des témoignages des participants-participantes? Oui, alors on a organisé des rencontres et il y avait une dimension dans les rencontres qui était artistique. Hein, c'était comme ça que c'était présenté, notamment avec la carte. Ouais. Enfin, tu oui. l'as vu, j'ai animé certaines de ces rencontres. Oui. Donc, tu as dessiné une carte du quartier. J'ai dessiné une carte du quartier. Je pourrais la mettre probablement dans le montage. Oui. Alors, une carte du quartier, mais une carte qui permet de voir certains landmarks, certains endroits important. Et là, j'ai réalisé à force de faire les exercices qu'il y en aura d'autres que j'aurais dû mettre. Mais justement, ça poussait la... Dans le fond, tu as co-construit la carte en fonction des témoignages qu'on a reçus parce qu'évidemment, certaines personnes disaient, ben là, c'est comme notamment sur l'hôpital général. Oui, voilà. Donc l'hôpital général n'était pas dans la carte que Michel avait dessinée. Puis là, c'est un ancrage important. C'est vraiment un lieu. Donc, et là, plusieurs personnes nous ont dit, mais il est où l'hôpital général, là? Pourquoi il n'est pas là, là? Donc, voilà. Ah oui, je me rappelle qu'une des séances que j'ai animées, une participante était plutôt offusquée même de voir certains landmarks qui n'y étaient pas. Et c'est ça, elle se fâchait un peu. Non, mais c'est ça. C'était intéressant, mais aussi, on rencontre toutes sortes de gens en faisant ça. Hein, puis, oui, tout à fait. Toutes sortes de personnalités, parfois assez colorées. Tu as vécu ça et nous aussi. Et en même temps, c'est aussi d'accueillir ces témoignages-là. Ça fait partie aussi du quartier. Oui. Mais comment les accueillir et trouver une façon aussi respectueuse et aussi un peu ludique. Hein? Et ça, Michel est vraiment passé maître dans... Donc, tu as dessiné une carte. J'ai dessiné une carte avec certains landmarks, certains qui manquaient, mais finalement, c'est intéressant qu'il y en a qui manquaient parce que ce que je voulais, c'est que les participants ils viennent compléter cette carte. Et il a complété, il mettait des post-it, on avait aussi des tampons, des tampons qui représentaient des emojis, un sourire, un regard neutre, un regard triste. Donc, les participants pouvaient tamponner des endroits qui étaient significatifs ou des endroits qu'ils préfèrent éviter. La carte commençait à se remplir. Hein. Mais ce qui m'intéressait aussi pour mon projet de bande dessinée, c'est de saisir les itinéraires, de comprendre une carte selon les itinéraires que ces habitants, travailleurs ou étudiants font dans ce quartier.
parce que dans ma bande dessinée aussi, moi je suis un observateur, je découvre ce quartier, mais je le fais aussi à travers des itinéraires. Donc c'est comme si je découvrais le quartier à travers les yeux de ces différents participants. Mhm. Puis les itinéraires, tu leur fais dessiner un itinéraire ou plutôt Oui, tu leur alors ça, il demandes y de... avait la première activité, Oui, c'est ça. c'était une activité liée à la cartographie, mais avant de leur présenter la carte qui montre les frontières définies de ce qui fait Peter McGill, parce que la plupart de ces participants ne savaient pas trop en quoi consistait Peter McGill, Mhm. il s'agissait de tracer un itinéraire dans ce qu'ils considèrent être le quartier. Donc de chez eux, ils rentrent dans les frontières du quartier, ils vont dans leur lieu de travail ou leur lieu d'études, ou leur maison pour les habitants, et de tracer ce trajet avec une ligne qui va représenter comment ils se sentent dans les différentes parties de ce trajet. Donc là, on rentre dans cette idée de la cartographie sensible. Mhm. Donc c'est une manière de représenter l'espace au-delà de la représentation traditionnelle de la carte, de représenter l'espace tel qu'il est vécu par Ouais. les différentes catégories de personnes qui habitent, qui hantent un lieu. Mhm. Oui, non. Et tout ça aussi, c'est parce qu'on peut, on peut facilement s'imaginer, puis tu l'as vécu aussi, Zach, en participant aussi à ces ateliers-là, c'est de parler. C'est pas facile aussi pour des personnes qui habitent le quartier ou pour des étudiants ou des personnes qui travaillent aussi d'aborder de front l'itinérance, d'aborder de front, par exemple, des questions de logement également. Encore une fois, c'est cette posture aussi de l'universitaire, de l'intellectuel qui rentre et qui ressort. Donc, on ne voulait pas avoir cette idée de porte tournante. On voulait vraiment être à l'écoute, mais aussi avoir et modestement aussi établir une certaine forme d'aspect l'aspect ludique, l'aspect qui pouvait, selon nous, peut-être mener une certaine forme de confiance. Et donc, Michel, dans sa carte, on a bien sûr bénéficié des, euh, des groupes de discussion que le CIUS a menés avec des citoyens, que la table de quartier aussi a mené des citoyens, qui nous ont permis déjà d'identifier des grandes thématiques qui sont au cœur des enjeux des gens et ce qui nous a permis aussi dans des grands groupes de discussion de notre côté également de valider ça, c'est-à-dire encore une fois itinérance, logement, absence d'école primaire, ce genre de choses-là. Et Michel a dessiné, selon sa vision, ses réalités sur la carte et on demandait aux gens de réagir à ça, de réagir au dessin, d'intervenir relativement à ça. Et je pense que ça a été aussi libérateur également. C'est-à-dire que oui, bien sûr, de réagir au sujet, mais de façon très concrète, c'est de réagir au dessin. Oui, c'est ça. De mon expérience, en tout cas, j'ai l'impression que ça permettait aux participants et aux participantes de se sentir légitimes d'aborder ces enjeux-là parce qu'ils sont déjà présents sur la carte. Oui. Qu'on voit déjà des dessins qui représentent l'itinérance. Donc, Oui. OK, on peut l'aborder. Je ne serai pas une mauvaise personne à dire, personnellement, ça affecte mon quotidien. Puis, Mais c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux. Non. Puis on l'a vécu. On l'a vécu, c'est pas miraculeux. On a vécu vraiment des défis relativement à ça. On a particulièrement vécu les défis, je te dirais, lorsqu'on a fait des séances, des groupes de discussion auprès des personnes âgées du quartier, auprès des habitations des personnes âgées du quartier. Et là, on s'est rendu compte que c'est extraordinaire le pouvoir de la BD, le pouvoir ludique, mais le lien de confiance, ça prend du temps. Et on s'en est bien rendu compte que les langues ne se sont pas déliées automatiquement en voyant le dessin. Non. Et en signant le formulaire de consentement. Et en signant le formulaire de consentement parce que, également. Étant donné que c'est des participants à un projet de recherche-création, exactement. Le centre de recherche, il y a un formulaire de consentement. Ce sont des protocoles bien établis. Non, ça a été des réalités pour nous rappeler à l'ordre aussi que même si on a toujours fait ça avec des partenaires, avec la table de quartier ou avec des organismes comme le Yellow Door,
prenons le temps nécessaire pour le faire, là. Établissons véritablement un lien de confiance pour dire, parce qu'on s'en est rendu compte, vous êtes qui, vous faites quoi, et on s'est fait dire aussi clairement, tiens, McGill s'intéresse au quartier maintenant. Et par les personnes âgées, je me suis mis à rire et en disant, Ça, c'est bon, évocateur. oui, 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 non, non, c'est ça. Et soudainement, c'était un peu bizarre avec Michel. On se disait, ah bon, vous êtes l'Université McGill, mais donc pourquoi? Et quand on disait, ben, on veut recueillir vos témoignages, on veut recueillir vos voix, on pense que vous avez des réalités qui nécessitent justement cette amplification, ce partage-là, on veut mieux les faire connaître. On voyait le grand scepticisme relativement à ça. Et là, on s'est vite rendu compte que, bon, c'est vrai la carte, c'est vrai les dessins sont magnifiques, c'est vrai que ça peut faciliter les échanges, mais il n'y a rien qui va remplacer le temps, le respect, le lien de confiance à bâtir. Alors, Mhm. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est dans ces moments-là aussi qu'on te demandait si tu n'étais pas de la police. c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là où je me suis fait demander si effectivement j'étais pas un enquêteur. Donc, clairement, on voit le niveau de méfiance. Ouais. Et encore là, avec Michel, on a fait les choses qu'on croyait, disons, correctes en faisant appel à nos partenaires communautaires et tout. Mais encore une fois, c'est là que tu te rends compte ben, c'est ça, du temps, la nécessité de l'écoute, du lien de confiance. Alors, on aurait dû, puis c'est ce qu'on va faire par la suite, aller dans les cafés rencontrer les gens d'abord et avant tout, avant de procéder à la cueillette. OK. Cool. Ouais. Donc, ce qu'on n'a pas fait, parce que, bon, c'est sûr que quand on a bâti dans les groupes de discussion, à force de faire beaucoup de groupes de discussion, on a identifié, donc, à travers nos 3 catégories, donc certaines personnes, et on a convié ces personnes-là à des entrevues individuelles par la suite. Mais tu me corrigeras, Michel, on a vu déjà toutes les personnes qu'on a reçues par la suite. Le lien de confiance était autre parce que déjà, ils ont vu dans les groupes de discussion et puis on a passé donc un bon 45 minutes, 1 heure avec ces personnes, mais le lien était fait. Mais ça prend plus de temps, plus d'investissement, puis voilà. Mais c'était parmi, en tout cas, les réalités des personnes citoyennes, résidentes, personnes âgées. C'est parmi les témoignages là, qui nous ont le plus aussi bouleversés relativement au quartier, à la transformation du quartier. Et on doit le mettre de l'avant, c'est sûr. Donc, ça, c'est clair. Parce que, encore une fois, on a surtout senti dans le recueil une certaine forme même de détresse du fait que leur voix n'était pas entendue. Et à la base même, ce qu'on veut aussi, c'est de faire en sorte que ces voix, ces témoignages, ces réalités soient vraiment bien reçus, là, bien sentis. Que derrière toutes ces statistiques-là, ben c'est des personnes, c'est des réalités, c'est des témoignages. Et particulièrement les personnes âgées, on voyait bien, c'était carrément dans plusieurs moments. Je pense que tu l'as senti de la même façon. Tout à Hein? fait, oui. Vraiment un appel à l'aide, là, à savoir, bon, là, faites quelque chose, là, vraiment, parce que vraiment, la question, bon, on ne va pas se le cacher, là, c'est clairement la question de la sécurité et la question de la cohabitation avec l'itinérance, mais avec tout ce qui découle, bien sûr, de la consommation et donc un lien vraiment, pour beaucoup, une appartenance très forte au quartier, un amour du quartier, mais cet amour-là vient avec une détresse. On ne peut plus en profiter. On l'aime, on l'adore, on est heureuse d'être ici, mais on ne peut plus en profiter parce qu'on n'est plus sécure. Donc, aidez-nous de ce côté. Plein de témoignages comme ça évidemment, on est encore dans les analyses pour mettre ça, mais c'est très précieux.
et à nous de transposer ça pour la suite. Ouais, puis sentir que tu donnes une voix Oui. à des personnes qui sont pas Oui, puis encore là, c'est extrêmement modeste parce que je le disais, là, c'est Ouais, ce sont vraiment... des petits échantillons. Oui, c'est des petits échantillons, puis c'est basé vraiment sur, tu sais, quand je pense à, encore une fois, cet engagement tu sais, de gens qui ont des recueils de témoignages ancrés dans plusieurs années d'engagement dans les lieux, là, il faut quand même être modeste dans notre démarche de notre côté. Mhm. Puis je suis curieux, Michel, comment tu trouves ça, le processus créatif de faire une BD, mais à partir aussi d'éléments de recherche qualitative? Oui, mais en tout cas, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, ça c'est sûr. Ce que j'ai aimé, comme je disais, c'était cette liberté d'agir. Mais j'ai eu une discussion avec Stéphane par rapport à ça, parce que je pense qu'il est important quand même de préciser que avant le livre, il va aussi y avoir une exposition. Oui, On absolument. est en train de préparer une exposition qui va avoir lieu à la mi-mai, donc basée sur toutes ces rencontres qu'on a fait. Donc on va faire une présentation de notre démarche. Il y aura un petit livre qui va l'accompagner, un making of, mais sinon ce sera des grands panneaux illustrés qui va présenter Peter McGill vu à travers les travailleurs, les étudiants, les habitants. Mais pour venir à ce que je disais, pour recueillir tous ces témoignages, on faisait des formulaires de consentement, il y avait vraiment toutes les démarches qu'il fallait respecter. Alors que dans la bande dessinée, que j'ai débuté quand même, ça fait un moment que je l'ai commencé, celle basée sur mes observations, sur cette cartographie sensible de Montréal, Montréal vue à travers ses frontières, eh bien là, j'ai la démarche créative qui est beaucoup plus libre. Mhm. Alors, si je remarque quelque chose comme je l'ai fait dans ma bande dessinée Myland, je vais l'utiliser dans ma bande dessinée. Je ne vais pas nécessairement demander à la personne de signer un formulaire de consentement. Donc, il y a un certain... C'est intéressant, ouais, voilà. ce doublet. Parce que dans la bande dessinée, eh bien, c'est de l'autofiction. Alors que dans le projet de recherche, eh bien, c'est recherche-création, mais ça reste quand même de la recherche avec un modèle qu'on pourra appliquer pour un autre district, pour un autre quartier, si on le veut. Absolument. Puis, il y a vraiment aussi cette volonté de rigueur relativement. Bien sûr, il y a des choix, mais quand même, il y a une rigueur de convergence, parce qu'on voit vraiment des convergences en fonction des catégories sur la perception générale du quartier, par exemple. Donc, on voit très bien que ce qui domine une certaine forme de convergence quand on est étudiant, étudiante, quand on est résident, résidente, etc. Alors, on veut faire preuve de rigueur, c'est-à-dire de véritablement démontrer cette convergence-là, cette dominance-là. Bien sûr, on parle d'une convergence, donc ça veut dire qu'il y a plein de digressions, puis il y a plein de contradictions qui existent aussi dans d'autres témoignages. On va aussi en faire état, mais dans l'exposition, on veut quand même envoyer un message qu'il y a vraiment donc des dominances, des convergences qui existent, et ça, je pense que c'est vraiment important à faire. Alors, ça faisait partie aussi du processus qu'on a co-construit ensemble avec l'équipe, avec Michel. On s'est dit, alors et ce que Michel tenait, puis c'est ce que moi je tenais aussi, c'était que le livre et que la BD vraiment puisse aussi être inspiré par nos témoignages, et être inspiré de ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, mais en même temps, permettre vraiment la totale liberté créative de Michel, de ne pas dire, là, je dois me soumettre effectivement à cette convergence-là qu'on constate qui domine les témoignages. Non, parce qu'il y en a vraiment au niveau des anecdotes, des témoignages qui sont extrêmement forts, là. On a des images qui sont vraiment très fortes. Et Michel, plusieurs fois, me disait, « Wow, ça, c'est très fort, ça va se retrouver dans mon livre. » Et moi, je lui disais, oui, effectivement, c'est fort, mais ça c'est vraiment, donc, ça fait bande à part comme type de témoignage. Et là, on se disait, mais quel équilibre on peut trouver entre ça? Et on est arrivé à cette idée d'une exposition qui viendrait donc vraiment garder l'aspect artistique, l'aspect ludique, mais qui
vraiment garderait cette rigueur aussi d'analyse vraiment des récits, d'une convergence, de faire du narrative analysis et de garder ça vers des convergences. Fait que le temps avance, le temps file, alors il faut... c'est bientôt quand même. C'est bientôt, mais c'est un véritable plaisir de replonger dans les citations, dans les... voilà, c'est un Ouais. Personnellement, ce sont d'assez bons souvenirs, surtout la première fois. Mais la deuxième était un peu plus compliquée pour mon cas. Oui, toi, ce sont des belles journées d'été. On a fait ça en juin dernier. Oui, il y a des citations très poétiques, c'est surprenant lorsqu'on regarde les transcriptions après. Oui, les gens sont évocateurs. Mais, et en tout cas, c'est fascinant parce que je ne savais même pas pour l'exposition. Et je vous côtoie quotidiennement, mais on n'en a juste pas parlé. Mais c'est vrai. Je trouve ça super intéressant que le choix de ce doublet-là, exposition même narrative et illustrée, mais qui se prédique de la rigueur scientifique et qui permet aussi, en quelque sorte, de libérer l'œuvre d'art de ses contraintes et donc d'alimenter réellement la création. Je trouve ça super intéressant d'un point de vue de questionnement sur la recherche-création. Bon, vous le savez, je fais de la recherche-création également dans mon doctorat, puis ce sont des frontières difficiles à naviguer, puis je trouve votre choix très, très intéressant. Écoute, encore une fois, c'était rester fidèle à cet objectif de base de la table de quartier qui se disait, oui, mais comment transmettre ces réalités statistiques d'une autre façon pour aller chercher la plus grande portée, le plus grand nombre de gens, là, Donc, comment on fait pour ça? Et là, on s'est dit, OK, il y a cette liberté avec le livre, mais là, comment on va faire? Et c'est là que ça ne nous est pas venu d'entrée de jeu. Là. C'est vraiment en pensant, en réfléchissant qu'on s'est dit, on va faire une expo. Et ça va être cette occasion-là. C'est important de le faire au Centre Sanac également, qui est un lieu magnifique aussi. Qui est un lieu magnifique, mais qui est un game changer vraiment. Là. On le voit dans les entretiens. Là, vraiment, il y a eu l'avant et l'après Sanac. Et les attentes envers Sanac sont énormes au niveau du capital social que ça peut créer pour le quartier. Vraiment, là, on le voit, c'est clair, là, parce qu'il n'y avait pas ce lieu-là. Le YMCA en faisant un peu, la librairie, la bibliothèque Atwater également. Mais là, on parle d'un ancrage municipal, phare, et on le voit dans les témoignages. Là. Soudainement, c'est ça, là, on voit plein d'anecdotes, d'histoires, de rencontres et même d'amitié. D'amitié. Je l'ai vu moi-même aussi. Oui, c'est ça. Donc, les amitiés qui sont forgées, créées grâce au Centre Sanac. Oui, c'est un projet vraiment inspirant puis qui est à la mesure de ce que vous êtes. Vous êtes également des personnes très inspirantes. Puis vous m'inspirez au quotidien. Puis pour ça, je vous en remercie. Ça fait beaucoup de bien d'avoir un lieu de travail où on peut croiser des collègues puis jaser puis rire ensemble. Tu y contribues à chaque jour de ton côté. Alors c'est sûr qu'à chaque jour, je suis là, par contre. Ça, je suis là, à part quand je suis au podcast. Donc, Michel Hellman, on achète tes BD. Sûrement sur les libraires, on peut les trouver dans une librairie indépendante. Oui, tout à fait. Oui. Stéphane, on achète Québec Questions. Oui, je suis pas sûr. Oxford University Press. Il y a Engaging with Diversity de ma bonne amie et collègue Marianne Poutnin, avec laquelle j'ai travaillé, qui est peut-être plus en tout cas, que Québec Questions, mais surtout, merci de nous offrir cette belle occasion de discuter avec toi, Zach. C'est toujours un plaisir à chaque fois. C'est un plaisir partagé. Puis, vous pouvez aller suivre le CRIEM sur ses différents réseaux sociaux. Donc, on va faire un peu de pub pour Chan. Puis, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. Merci de votre temps. Puis, nous, on se recroise au bureau. Oui. Probablement dès cet après-midi. Anytime. Il y a du travail encore à faire aujourd'hui. La journée fait juste commencer. Effectivement. Alors, au revoir.